Cela fait maintenant plus de 10 ans que j'opère sur les marchés boursiers et j'ai toujours l'impression d'apprendre de nouvelles choses. Dans cette vidéo récapitulative, je voudrais revenir sur 10 choses que j'ai appris au cours de ces 10 dernières années de bourse. Je vais essayer de laisser les évidences de côté afin que ce soit intéressant pour vous et de revenir sur ce que j'ai trouvé le plus important, ce qui m'a le plus étonné ou ce qui pourra vous être le plus utile à mon sens pour la suite. Point numéro 1, les prévisions boursières sont encore pires qu'annoncées. J'étais déjà familier avec la citation de Buffett « Les prévisionnistes boursiers n'existent que pour améliorer la réputation des diseuses de bonne aventure » quand j'ai commencé, mais s'il y a une chose que ces 10 dernières années m'ont confirmé en direct, c'est l'inutilité totale des tentatives de trop anticiper. Depuis 2020, nous avons eu une récession prévue 10 fois sans survenir. Avant cela, personne n'a vu venir le Covid, et durant le Covid, personne ou presque n'a vu venir que le rebond serait aussi rapide et violent que ce qu'il a été. Et si vous aviez démarré en bourse comme moi il y a plus de 10 ans, à l'époque, on vous aurait sans doute traité de fou si vous aviez dit que vous visiez 14% par an de rendement sur l'indice S&P 500 sur la prochaine décennie. Même en 2024, et avec tous les progrès de l'informatique que nous connaissons, nous sommes donc toujours aussi mauvais qu'avant pour ce qui est des prévisions. Je pense néanmoins qu'il peut toujours être intéressant ici d'avoir une vision globale et une thèse d'investissement fondamentale, mais de ne pas y être trop attaché, et de bien réaliser que les circonstances peuvent changer à tout moment dans des proportions qu'il est souvent difficile d'anticiper à l'avance. Point numéro 2, attention avec les paris value. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham est l'un des livres boursiers les plus populaires de tous les temps et il souligne l'importance d'acheter peu cher en bourse. Seulement les gens prennent souvent ce conseil de manière un peu simpliste et la réalité est souvent plus compliquée. S'il y a une chose qui a marqué la dernière décennie, c'est sa capacité à renvoyer dans les cordes encore et encore les investisseurs orientés value. Par exemple, un thème très populaire chez les gérants value a été le comblement de l'écart de valorisation entre les États-Unis et le reste du monde, en particulier avec l'Europe. Cependant, au cours de la dernière décennie, cet écart n'a fait que se creuser. Ce n'est pas pour dire ici que les paris value ne marchent jamais, j'en ai moi-même pris plusieurs avec succès que je présenterai dans la suite, mais il s'agit ici de toujours bien s'assurer que vous avez aussi un catalyseur potentiel pour une réévaluation, et de ne pas prendre de décision uniquement sur des critères de valorisation. Notez que cela est vrai sur les indices et sur les actions individuelles. Point numéro 3, ne restez pas prisonnier d'un style. Les investisseurs adorent se résumer à un style en bourse. Le style value, le style croissance, le style dividende par exemple. Si vous gérez un fonds, se résumer à un style est très important car cela facilite le marketing. Pour un particulier, vous n'avez pas forcément besoin de vous limiter à un registre ici, bien au contraire. Vous pouvez panacher votre approche en sélectionnant ce qui vous semble être les meilleures opportunités value, croissance, qualité ou rendement au sein d'un même portefeuille. Un exemple ? Usuellement, j'ai plutôt une approche orientée dividende et croissance à prix raisonnable. Cette année, cela ne m'a pas empêché de prendre une position sur Nvidia qui sort de mon style usuel, mais qui correspondait aussi à mon sens à une opportunité unique et explosive avec un potentiel supérieur à 100% et qui était bien en accord avec notre époque. Coller exclusivement un style value m'aurait valu de la sous-performance cette année et intégrer Nvidia a fait de 2024 ma meilleure année boursière sur les États-Unis depuis mes débuts en bourse. De manière similaire, coller exclusivement une approche croissance m'aurait évité de profiter du rebond des pétrolières post-Covid, ce qui a probablement été mon deuxième meilleur pari en termes de gains élevés en un minimum de temps. Cela m'aurait empêché de prendre un setup comme celui d'Iron Mountain, qui est aussi un de ceux qui m'a rapporté le plus d'argent. Rester flexible peut vous permettre de profiter de ces différentes opportunités quand elles se présentent. Point numéro 4, la macroéconomie est très importante. Beaucoup d'investisseurs aiment dire qu'ils se concentrent juste sur la qualité de leur société. Et ce n'est pas forcément une mauvaise approche, cela marche pour certains. Cependant, je suis personnellement plus de l'avis de Jesse Livermore lorsque celui-ci disait qu'un investisseur a deux alliés principaux, à savoir les conditions générales et tous ceux qui ont tort. La macroéconomie est précisément l'étude de ces conditions générales. La logique de fond ici, à mon sens, c'est que les sociétés peuvent difficilement aller contre le contexte général dans lequel elles évoluent. Et l'argent facile se trouvera plus facilement durant les périodes économiquement favorables, plutôt qu'en essayant d'aller sans cesse contre le sens du vent. Un exemple concret, quand les taux d'intérêt sont passés à 1% et que je pouvais acheter des appartements qui en rapportaient 7 ou 8, j'ai saisi l'occasion en anticipant correctement que cela ne pourrait que difficilement durer, et cela est un de mes meilleurs paris. De même, ma raison principale pour accumuler des actions sans trop de crainte au cours de la dernière décennie était l'absence concrète d'alternatives. L'environnement, depuis surnommé TINA pour There is no alternative, faisait que l'absence d'options viables sur les autres placements donnait un vent arrière très fort au marché actions. Depuis, les marchés actions ont connu leur meilleure décennie. Parfois, à vrai dire même le plus souvent, l'environnement macroéconomique sera peu clair et peu lisible. Parfois aussi, les planètes s'aligneront pour vous donner des opportunités faciles et à faible risque. Comme le dit Buffett, n'essayez pas de sauter par-dessus des barres à 3 mètres de haut, essayez de trouver des barres à 30 cm du sol et enjambez-les. Chaque environnement économique favorise certains secteurs et en défavorise d'autres. Si vous comprenez bien lesquels, les choses seront plus faciles pour vous. Point numéro 5, regardez les fondamentaux et les graphiques. Toujours dans le souci de se ranger dans des cases spécifiques, beaucoup d'investisseurs aiment dire qu'ils sont des analystes techniques ou fondamentaux, c'est-à-dire qu'ils analysent en priorité les graphiques ou en priorité les bilans.
Selon mon expérience, utilisez les deux conjointement est la méthode la plus efficace, parce que les deux vous informent sur des choses différentes, et que vous devez utiliser tous les outils à votre disposition pouvant améliorer vos résultats. Les fondamentaux vous aident à savoir quoi acheter, les graphiques vous aident à savoir quand le faire. Ne commencez pas à accumuler des titres sur seule base de valorisation faible s'il est évident sur un graphique que le titre est en cours de vente massive et ne montre aucun signe de rebond potentiel. Pensez ici pour Téléperformance. N'accumulez pas non plus des titres avec des fondamentaux calamiteux sur seule base qu'un graphique montre des signes de retournement potentiel. S'il n'y a aucun catalyseur sérieux à l'horizon, le rebond sera sans doute de courte durée. D'expérience, vous aurez les meilleurs résultats ici en entrant sur des titres aux fondamentaux solides après une faiblesse de prix et quand ceux-ci vous donnent des signes de stabilisation ou de retournement. Ne soyez pas dogmatique ici, utilisez les prix conjointement aux fondamentaux pour vos décisions. Point numéro 6, quand vous doutez, sortez. C'est un proverbe boursier classique ici qui est à mon sens tout à fait justifié. Les occasions de douter sont certes nombreuses en bourse, mais quand le marché vous pousse à devoir considérer des situations desquelles vous n'avez aucune chance de pouvoir estimer correctement l'issue, ou de mettre les chances d'issue positives de votre côté, sortir pour réduire votre risque est rarement une mauvaise décision. La logique est la suivante, si vous sortez et repassez en cash lorsqu'une situation est incertaine, vous pouvez toujours re-rentrer plus tard, quitte à rater quelques gains dans l'intervalle. Si vous avez tort, la perte est souvent définitive. Quelques exemples concrets de ces dernières années, beaucoup d'investisseurs ont conservé 3M malgré une tourmente juridique et des difficultés niveau croissance, jusqu'à la coupe de dividendes et des pertes en capital sérieuses. Beaucoup ont pyramidé sur Téléperformance en espérant une réévaluation, qui n'est pas venue et n'ont pas utilisé de stop loss. Beaucoup ont joué un rebond des ventes sur Gucci Kering, sans plan de sortie, et l'action a dévissé sévèrement ensuite. Chacune de ces situations impliquait beaucoup d'incertitudes en temps réel. N'avoir aucun plan de sortie en cas d'issue négative était une erreur. Il est difficile d'avoir de bonnes performances pour une année donnée si un ou deux des titres de votre portefeuille perdent plus de 50% de leur valeur. A l'inverse, vous pouvez avoir tort souvent si vous gardez les pertes très contenues. Gardez les pertes légères, sortez vite si les choses sont trop incertaines, soyez humble et gardez toujours en tête que, quelle que soit l'action et le scénario envisagé, vous pouvez avoir tort. Point numéro 7, ce qui est populaire marche rarement. Nous avons eu notre lot de bulles et de folies spéculatives au cours de la dernière décennie. En fait, nous en avons certainement vu plus en 10 ans que certains en un siècle. Les crypto-monnaies, les NFT, les pots de stock aux États-Unis pendant la période de légalisation, les valeurs technologiques non profitables en 2020-2022 et la hype Cathie Wood, il est facile de se laisser happer par ce genre de vagues spéculatives puis de perdre beaucoup d'argent. Mes plus gros gagnants au cours de ces dernières années ont été des valeurs qui n'étaient pas populaires à leurs époques respectives. Les pétrolières, le stockage d'archives, Broadcom qui avait été acheté à l'époque sur des critères value bien avant la hausse récente, et quand j'ai posté ma vidéo sur Nvidia en tout début d'année, elle a fait moins de 500 vues. Depuis, le titre est monté de 200%, et un an plus tard vous êtes considéré comme stupide entre guillemets si vous n'en aviez pas en portefeuille cette année. Inversement, il y a quelques années, si vous disiez que la croissance folle de LVMH n'allait sans doute pas continuer à l'infini, vous vous faisiez insulter sur les réseaux sociaux. Le résultat depuis, c'est une normalisation sur plusieurs années et un titre qui n'est allé nulle part. La plupart l'ont acheté trop tard ici. Une vérité boursière universelle qui reste toujours d'actualité et qu'une fois qu'une histoire devient trop populaire dans la presse et sur les réseaux, c'est le plus souvent qu'il n'y a plus d'argent à gagner. Point numéro 8, regardez au-delà des ratios. Tout le monde peut regarder un PER ou un taux de croissance et déterminer qu'il est haut ou qu'il est bas. Peu de gens vont au-delà de ce que ce ratio nous dit parce que cela nécessite souvent un peu d'imagination. Voici quelques bonnes questions à se poser par exemple. Au-delà des ratios présentés aujourd'hui, l'entreprise a-t-elle des leviers de croissance potentiels pour le futur ? Quel est le positionnement de l'entreprise sur son marché ? A-t-elle des avantages uniques et non réplicables ? A-t-elle un positionnement qui lui permet de monter ses prix sans perdre beaucoup de clients ? Les décisions prises par le management dans le passé ont-elles été judicieuses ? Les intérêts des actionnaires et des dirigeants sont-ils alignés ? Ce genre d'élément n'apparaîtra pas si vous cherchez des actions sur seule base de PER bas ou de taux de croissance haut, et ils peuvent pourtant vous rapporter beaucoup d'argent sur le long terme. Essayez de considérer tous les aspects d'une société avant d'envisager d'y investir. Point numéro 9, les gens sont toujours irrationnels. Lorsque l'on voit l'informatisation à outrance des marchés financiers, l'augmentation de la compétitivité, l'augmentation constante de la puissance de calcul des ordinateurs, il est facile de se dire que les marchés sont plus efficients que jamais. Cependant, les gens sont toujours irrationnels. Bien souvent même, au contraire de ce que l'on pourrait penser, les excès d'irrationalité sont accélérés par la technologie et par Internet. L'information circule plus vite, mais les bêtises aussi. Nous avons toujours des industries pricées pour la perfection et des industries sous-valorisées car impopulaires. Quelques exemples récents, le secteur pétrolier qui était pricé comme en semi-faillite avec des PER à un chiffre, car pas dans la tendance green entre guillemets du moment. Pourtant, si vous vous y penchiez un petit peu, pratiquement tout le monde peut voir que le pétrole reste aujourd'hui essentiel, d'une part, et que beaucoup de groupes investissent massivement dans les énergies de demain et ne vont pas juste se laisser mourir, d'autre part. Autre exemple, le boom du luxe qui était pricé comme si les excès d'épargne des ménages accumulés pendant le Covid allaient durer pour toujours. Et je n'évoquerai même pas ici le sujet de ceux qui ont trouvé que c'était une bonne idée de verser des millions dans des titres de propriété virtuelle qui en plus conservent le droit d'être copiés par tout le monde.
Si vous pensiez qu'il n'y a plus d'opportunités en 2024, réjouissez-vous, l'irrationalité est toujours bien présente. Point numéro 10, la qualité est essentielle. Il est difficile de perdre de l'argent sur de bonnes sociétés, même si elles sont achetées un peu cher, du moment qu'elles sont d'excellente qualité et qu'elles sont conservées sur de longues périodes de temps. Il est facile de perdre de l'argent sur des sociétés peu chères dont les fondamentaux s'effondrent totalement. Il est facile de perdre de l'argent sur des sociétés de croissance qui surfent sur une mode momentanée avant de s'effondrer elles aussi totalement, et il y en a beaucoup. Les meilleurs business pour les investisseurs, comme le dit Buffett, ont souvent établi des barrières à l'entrée difficiles à franchir ou à répliquer pour les concurrents. Pensez Visa, Google, Microsoft, plus récemment Nvidia par exemple. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si beaucoup de ces excellentes sociétés ont récemment fait l'objet d'actions antitrust au cours de ces dernières années. Si vous vous concentrez sur ce type de société très qualitative et aussi très difficile à répliquer, il est assez difficile de perdre de l'argent sur le long terme, même si vous les payez un peu plus cher que la moyenne. Pensez-y pour la suite, et gardez cela en tête lorsque vous regardez les valorisations des sociétés. C'est tout pour cette fois-ci, en espérant que vous aurez trouvé des choses intéressantes dans cette vidéo. Si vous voulez savoir plus en détail ce que j'ai moi-même dans mon portefeuille en ce moment et quel titre passe selon moi les différents critères de qualité présentés ici, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description. Également, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été la plus importante leçon que vous avez appris en bourse au cours de ces 10 dernières années. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous aidera à mieux investir.